Je me suis marié sans mes parents car ils ont choisi mon frère. L'histoire d'une famille brisée et d'une libération. Si vous êtes l'enfant oublié, cette vidéo est pour vous. Mes parents ont manqué mon mariage pour la fête, organisée à la dernière minute, de mon frère. Puis, ils m'ont écrit, ne ramène pas tout à toi. Il avait plus besoin de nous, ce soir. J'ai répondu, alors, restez avec lui. Je me suis marié sans eux, j'ai souri sur chaque photo, et, au lever du soleil. Mon père lisait le même message à haute voix, pour la deuxième fois. Pendant que ma mère ne cessait de demander qui d'autre l'avait vu. La fête de mon frère comptait une table pliante, des gobelets en plastique, et mes deux parents. Mon mariage, lui, comptait un quatuor à cordes, sans invité, et 2 chaises vides, au premier rang. Ce n'est pas l'histoire d'une seule mauvaise soirée. C'est l'histoire de 2 soirées, se déroulant en même temps. Dans 2 quartiers différents de la même ville. Et de la façon dont la distance qui les séparait mesurait, très exactement, 31 années de silence. L'une de ces soirées s'est terminée avec du champagne, et des slows sur la piste de danse. L'autre s'est achevée avec mon père, lisant un unique message à haute voix, par 2 fois. Tandis que ma mère, debout derrière lui, demandait qui d'autre l'avait lu. Je vais vous raconter, en détail, ces 2 soirées. Le Whitfield Grand était, très exactement, le genre d'endroit qui poussait les gens, d'instinct, à baisser la voix lorsqu'ils en franchissaient le seuil. Des tentures ivoires encadraient d'immenses baies vitrées, donnant sur le port. Et la lumière de fin d'après-midi transformait l'eau en quelque chose de presque sacré. Des compositions en cristal interceptaient les rayons du soleil, pour les disperser sur les nappes en lin. Comme des confettis que l'on aurait empruntés à une cathédrale. Près de l'entrée du jardin, un quatuor à cordes accordait ses instruments, et leurs demi-notes. Parfaitement mesurés, se faufilaient dans un air qui portait des effluves de gardénia et de cèdre. Ces parfums émanaient des centres de table, que ma meilleure amie, Rachel, avait passé 3 week-ends consécutifs à assembler, à la main. Chaque composition était identique. Chacune d'elles était intentionnelle. C'était une pièce bâtie par quelqu'un qui avait compris que la beauté n'est jamais accidentelle. Elle est le fruit d'une organisation. C'était mon mariage. 112 invités. 14 mois de préparatifs. Chaque détail avait été choisi, confirmé, et vérifié 3 fois. Par une femme qui avait passé toute sa vie d'adulte à s'assurer que les événements des autres se déroulent sans accroc. Pendant que les siens attendaient, sagement, leur tour. Cette femme, c'était moi. Claire Mitchell. 31 ans. Directrice principale des opérations dans une entreprise de logistique. Où je coordonnais 17 éléments mouvants. Avant même que la plupart de mes collègues n'aient terminé leur café du matin. Fiable. Organisée. Minutieuse. De cette manière si particulière qui pousse les gens à vous confier tout ce qui est important. Tout en ne se souvenant de vous pour rien de précis. La personne que l'on appelait quand quelque chose devait fonctionner. Et que personne d'autre n'était prêt à faire les calculs. J'étais aussi, depuis 14h47 cet après-midi-là, la personne dont les parents venaient, tout juste, de décider de ne pas venir. Laissez-moi d'abord vous emmener de l'autre côté de la ville. Vous devez voir l'autre pièce. L'appartement de mon frère, Tyler, occupait le 3e étage d'un entrepôt rénové. Dans le quartier de Glendale. Briques apparentes. Parquet brut. Le genre d'espace industriel qui a l'air pensé si l'on a du goût, et accidentel si l'on n'en a pas. Tyler n'avait pas de goût, mais il débordait de confiance en lui, ce qui, dans notre famille, avait toujours été traité comme une monnaie d'échange équivalente. L'appartement était neuf. Il avait signé le bail, 3 mois plus tôt, avec mon nom comme garant. Parce que sa cote de crédit ressemblait à un numéro de téléphone d'une autre époque. Je n'en ai jamais parlé à nos parents. Je ne parlais jamais de ce genre de choses à nos parents. Cela faisait partie de ma fonction, dans cette famille, bien que personne ne m'ait jamais attribué. Officiellement, ce titre. Les murs porteurs ne reçoivent pas de plaques commémoratives. Le soir de mon mariage, le salon de Tyler abritait une table pliante. Poussée contre le mur de briques, une pile d'assiettes en carton.
Débordant d'un emballage en plastique, une enceinte portable. Qui jouait un morceau avec plus de basse que de mélodie, et 11 personnes. Réparties sur des meubles dépareillés, buvant de la bière dans des gobelets rouges. Mes parents faisaient partie de ces 11 personnes. Ma mère avait apporté un plat. Son gratin d'aubergine au parmesan. Celui qu'elle préparait quand un membre de la famille traversait, selon elle, une épreuve. Ce plat qui nécessitait 90 minutes de préparation, 20 minutes de cuisson. Et encore 15 autres pour être dressés, avec soin, dans son beau plat en céramique à liseré bleu. Celui qu'elle ne sortait que lorsque l'occasion exigeait un effort maternel visible. Elle avait eu le temps, pour tout cela. Pour couper, pour superposer les couches, pour disposer soigneusement le basilic. Pour laver à la main le plat au liseré bleu. Elle n'avait simplement pas eu le temps pour le trajet de 26 minutes, jusqu'au Whitfield Grand. Revenons à 11 heures, le matin du mariage. La dernière matinée où je croirais encore au système. J'étais dans la suite nuptiale, avec Rachel, ma cousine Megan, et 2 demoiselles d'honneur. La pièce était lumineuse, et paisible. Ma robe était suspendue au crochet de la fenêtre, là où la lumière du matin accrochait les perles. Les faisant scintiller au rythme d'une lente pulsation, comme si elle respirait. Une coiffeuse accueillait les compositions florales, méticuleuses, de Rachel. Du champagne reposait, intact, dans un seau en argent. L'air sentait la laque, et tous les possibles. Ma mère était censée être là. Elle avait confirmé, à 3 reprises. Une fois lors d'un dîner, il y a 4 semaines. Une fois par texto, le dimanche précédent. Une fois encore, le jeudi. Quand elle a appelé pour demander si le voile avait besoin d'être repassé à la vapeur. Et que je lui ai répondu que non, que tout allait bien. Tout allait bien. Venez, c'est tout. À 11h14, je lui ai envoyé une photo de la suite. La vue sur le port, à travers les hautes fenêtres. Les fleurs que Rachel avait posées sur la coiffeuse. Un petit message, en dessous, qui disait « On se prépare. J'aimerais que tu sois déjà là. » Pas de réponse. À 11h30, j'ai envoyé un second message « On est dans les temps. Le costume de papa est repassé ?» Rien. À midi, j'ai appelé. Ça a sonné 5 fois, puis c'est passé sur messagerie. Je me suis dit qu'elle conduisait. Je me suis dit que son téléphone était dans son sac, sur la banquette arrière. Et qu'elle ne l'entendait pas à cause de la radio. Je me racontais encore des histoires, à midi. Tout cela cesserait à 15h. Ce que j'ignorais, et que je n'apprendrai que la semaine suivante, c'est qu'à midi. Ma mère avait déjà passé 3 appels téléphoniques distincts. Pas à moi. À ma tante Patricia, sa sœur aînée, et la matriarche de fait de la famille. À la mère de mon fiancé, Matt, une femme qui me traitait comme sa fille depuis 2 ans. Et à Diane, une amie de longue date de la famille, présente sur la liste des invités. Dont ma mère savait qu'elle serait assise près du premier rang. Les appels variaient dans leur formulation, mais partageaient une architecture identique. Elle a raconté, à chacune d'elles, la même histoire fondamentale, que Tyler allait très mal. Qu'ils étaient déchirés, qu'ils essaieraient de venir, mais que, s'ils n'y arrivaient pas. Il fallait, s'il vous plaît, dire à Claire qu'il l'aimait. Le contrôle des dégâts. La gestion du récit. Le fait de présenter une absence comme un sacrifice déchirant, plutôt que comme un choix délibéré. Elle a appelé 3 personnes, pour façonner l'histoire, avant même d'appeler sa propre fille. Pour lui annoncer la nouvelle. Ce n'est pas l'attitude d'une femme piégée dans une situation impossible. C'est l'attitude d'une femme qui déploie une stratégie de communication. À 14h47, mon téléphone a vibré, sur la coiffeuse. Megan épinglait la dernière section de mon voile. La pièce était silencieuse. Le champagne avait été ouvert. Quelqu'un avait mis une musique douce. La cérémonie devait commencer dans 3 heures, et l'air possédait cette qualité de suspension. Si spécifique, qui précède les soirées les plus importantes de votre vie. Le texto était de ma mère. Je l'ai pris. Je l'ai lu une fois. Je l'ai lu à nouveau. Puis, j'ai reposé le téléphone, face contre la coiffeuse.
Avec ce genre de mouvement contrôlé et délibéré qui, si vous me connaissiez assez bien, vous disait absolument tout. Ma chérie. Ton frère traverse une période vraiment difficile. Il a organisé une petite réunion de dernière minute. Et il est très fragile, en ce moment. Papa et moi sentons que nous devons être là pour lui. Ce soir. S'il te plaît, ne ramène pas tout à toi. Il avait plus besoin de nous. Ce soir. Nous t'aimons, et nous savons que tu passeras une soirée magnifique. Ne ramène pas tout à toi. Le jour de mon mariage. La phrase n'était pas cruelle, de cette manière dont la cruauté s'annonce habituellement. Il n'y avait pas de voix élevée, pas de porte claquée. Pas de venin que l'on pourrait pointer du doigt, en disant, là. C'est là que le mal a été fait. C'était pire que ça. C'était une phrase si bien rodée, déployée avec un tel automatisme, que ma mère l'avait probablement tapée sans même faire de pause. Elle en avait prononcé des variantes, tout au long de ma vie. Ne ramène pas tout à toi. Ton frère a besoin de nous. Tu comprends. Tu comprends toujours. Et elle avait raison. Je comprenais, toujours. Je n'avais simplement pas vu, jusqu'à cet instant, que la compréhension et l'acceptation n'étaient pas la même chose. Rachel a vu mon visage changer, avant même que je ne prononce un mot. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a posé l'épingle à cheveux qu'elle tenait, a croisé les bras, et a attendu. 15 années d'amitié lui avaient appris la différence entre mon silence, je réfléchis, et mon silence, quelque chose s'est brisé. C'était le second genre. J'ai repris mon téléphone, et j'ai tapé 4 mots, alors, rester avec lui. Envoyer. Mettre en sourdine. Verrouiller. Face contre la coiffeuse. Je me suis regardé dans le miroir. Le voile était de travers. Megan l'a réajusté, sans qu'on le lui demande. De l'autre côté de la ville, à peu près au même moment. Mon père se tenait dans le couloir de la maison de mes parents. Il portait son costume. Le bleu marine. Repassé 2 jours plus tôt. Une pochette argentée, que ma mère avait choisie pour s'accorder aux couleurs du mariage. Que je leur avais envoyé 4 mois auparavant. Les chaussures cirées. Il était, selon toutes les mesures extérieures, un homme prêt à assister au mariage de sa fille. Ma mère a descendu l'escalier, tenant le plat à gratin des 2 mains. Celui au liseré bleu. Et lui a dit qu'il devait partir chez Tyler. Il l'a regardé. Il a regardé la porte d'entrée. Il a baissé les yeux vers son costume. Il a dit quelque chose, au sujet du mariage qui commençait dans 3 heures. Elle lui a répondu que Claire avait Matt. Qu'elle avait Rachel. Qu'elle avait 100 personnes qui venaient, et que Tyler n'avait personne, ce soir. Il a dit quelle était leur fille. Elle a répondu que Tyler était leur fils. Et qu'en ce moment précis, il avait plus besoin d'eux. Elle lui a dit qu'il pourrait m'appeler depuis la voiture, que je comprendrais. Que je comprenais toujours. Il est resté planté là, pendant 5 secondes. 5 secondes, ce n'est pas long, mais c'était assez long pour faire un choix. Et assez court pour faire comme s'il n'en avait pas fait. Puis, il est remonté à l'étage, a retiré son costume, l'a accroché au dos de la porte de la chambre. A enfilé un pantalon chino et un pull gris, et a conduit sa femme, avec son gratin. Jusqu'à l'appartement de leur fils. À présent, laissez-moi vous montrer les comptes, car ce mariage n'était pas un événement isolé. C'était l'entrée finale du registre. Quand j'avais 18 ans, mes parents devaient me conduire à l'université, le jour de l'emménagement. Les cartons étiquetés, la camionnette louée. Je me tenais dans l'allée, à 7 heures du matin, quand ma mère est sortie, tenant son téléphone. Elle m'a dit que Tyler s'était disputé avec son colocataire, qu'il était très bouleversé. Et qu'il devait aller le chercher. J'ai regardé la camionnette. J'ai regardé mes cartons. Mon père cherchait déjà ses clés de voiture, sans qu'on le lui demande. Et pour mon déménagement? Elle a posé sa main sur mon épaule, cette main réconfortante. Celle qu'elle utilisait juste avant de prononcer une phrase que j'étais censé encaisser. Madame Anderson peut-y emmener,
a elle proposé. Tu vas bien t'en sortir, Claire. Tu t'en sors toujours. Madame Anderson m'a conduite à l'université, dans sa Honda. J'ai déchargé mes propres cartons, monté mon propre cadre de lit, et appelé à la maison, à 20h. Depuis un matelas nu. Ma mère a décroché au milieu d'une phrase, parlant déjà à quelqu'un dans la pièce. Elle m'a dit qu'elle était heureuse que je sois installé, que Tyler se sentait beaucoup mieux. Et qu'ils étaient soulagés. Son nom, avant le mien. C'était toujours ainsi. Quand j'avais 25 ans. J'ai organisé un dîner pour fêter ma promotion au poste de chef des opérations. La plus jeune de l'histoire du département. 8 invités. Un restaurant pour lequel j'avais fait des recherches, pendant 2 semaines. Mes parents avaient confirmé, à 2 reprises. Le matin du dîner, Tyler s'est rendu aux urgences, pour une oppression thoracique. Une crise de panique, et il a été soigné et renvoyé chez lui, à midi. J'ai appelé ce soir-là, la télévision en fond sonore. Et quelqu'un qui mangeait dans un gobelet en plastique. Alors, comment va Tyler? Oh, il va bien, il mange du pudding, en regardant un documentaire animalier. Alors, il va bien? Il va bien. J'ai attendu qu'elle mentionne le dîner, le restaurant que j'avais dû annuler. Les 8 personnes que j'avais dû prévenir. Elle ne l'a pas fait. J'ai dû annuler le restaurant, maman. Un silence. Puis, avec la douceur d'une femme qui croyait, sincèrement, à ce qu'elle s'apprêtait à dire. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu comprends toujours. Quand j'avais 28 ans, Matt m'a demandé en mariage, un samedi après-midi. Pendant que je coupais des oignons dans notre cuisine. J'ai appelé mes parents, le soir même. Ma voix tremblait de ce genre de bonheur que j'avais passé toute ma vie à juger trop peu pratique. Pour le ressentir. Ma mère m'a écouté pendant, environ, 90 secondes. Elle m'a félicité. Puis, elle a bifurqué sur 19 minutes ininterrompues concernant la rupture de Tyler avec sa petite amie de la semaine. La trajectoire émotionnelle de sa tristesse. Les repas qu'elle avait conduits jusqu'à son appartement. Et les rides d'inquiétude qui se creusaient sur son propre visage. Je tenais le téléphone, je regardais la bague, à mon doigt, accrocher la lumière de la cuisine. Et j'ai pensé. Oui, le plus important de ma vie vient de devenir une simple note de bas de page. Dans la semaine de mon frère. Et maintenant, le mariage, la dernière grande étape, celle que j'avais passé 14 mois à bâtir. Parce que je croyais encore que, lorsque les gens qu'on aime s'engagent à être présents. Le simple fait d'être là est sacré. Ils ont répondu présent, pour la table pliante. 16h, au Whitfield Grand. Rachel m'a entraîné dans le couloir, devant la suite. Elle tenait son téléphone à la main, et arborait une expression bien particulière. Que je reconnaissais après 15 ans d'amitié. Cette expression qui signifiait qu'elle savait déjà quelque chose. Et qu'elle essayait de déterminer si je pouvais l'encaisser. Ils ne viennent pas, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Non. Elle a hoché la tête, une fois. Puis, elle m'a dit que le père de Matt était en bas. Et qu'il lui avait demandé de me poser une question, mais seulement si je voulais l'entendre. Il voulait savoir si j'accepterais qu'il m'accompagne jusqu'à l'hôtel. Robert Sullivan, le père de mon fiancé, un ingénieur civil à la retraite. Avec une voix douce et ce genre de présence constante, ordinaire. Que l'on ne remarque pas jusqu'au jour où l'on en a besoin. Pour réaliser alors qu'elle a toujours été là. Il me connaissait depuis 3 ans. Il ne m'avait pas demandé, une seule fois, d'expliquer pourquoi ma famille fonctionnait de cette manière. Il observait, s'adaptait, et était présent. Chaque dîner, chaque jour de fête, chaque petit mardi sans importance qui finissait, malgré tout, par en avoir une. J'ai dit oui, avant même d'avoir fini d'expirer. De l'autre côté de la ville, la table pliante avait été poussée plus loin, contre le mur. Pour accueillir de nouveaux arrivants. Les amis de Tyler avaient apporté une caisse de bière artisanale. Et un paquet de chips déjà à moitié vide.
Les basses résonnaient à travers les briques apparentes, comme un second battement de cœur. Ma mère était dans la cuisine, servant du gratin dans des assiettes en carton. Un des amis de Tyler, un gars nommé Jake, qui connaissait notre famille depuis assez longtemps pour en savoir plus, s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, une assiette à la main. Il a demandé si ce n'était pas le mariage de Claire, ce soir. Ma mère n'a pas levé les yeux de sa cuillère. Elle lui a dit que j'avais prévu une soirée magnifique, sans t'inviter, et que j'étais entre de bonnes mains. Jake a dit quelque chose, qui est resté en suspens, un instant de trop, dans la pièce. Il a dit, mais, vous êtes ici. Ma mère lui a répondu que Tyler avait besoin d'eux, ce soir, et que Claire comprenait. Jake a regardé le gratin. Il a regardé les assiettes en carton. Il a regardé Tyler, sur le balcon, qui riait de quelque chose avec un ami d'université. Il a quitté la fête plus tôt, et n'est plus jamais venu à un autre rassemblement de Tyler. Mon père était assis sur le canapé, avec une bière qu'il ne buvait pas. Sur le mur, au-dessus de la télévision, Tyler avait récemment accroché une photo encadrée de sa remise de diplôme universitaire. Ses deux parents rayonnants, ma mère lui serrant le bras, mon père en plein rire. Les couleurs étaient chaleureuses, la composition était naturelle. Je ne suis pas dans le cadre. C'est moi qui ai pris la photo. 18h le Whitfield Grand. Le quatuor à cordes est passé à la marche nuptiale. Les 112 invités se sont levés. Le soleil de fin d'après-midi était descendu. Exactement à l'angle où il transformait le port en or liquide. Et la lumière se déversait par les hautes fenêtres, s'étendant à travers l'allée comme un tapis que l'on n'aurait pas commandé. Mais qui serait arrivé quand même? J'ai descendu cette allée, au bras de Robert Sullivan. Il n'a pas fait de discours. Il ne m'a pas serré la main. Il n'a pas chuchoté de mots rassurants, ni cherché à combler le silence par des effusions. Il a simplement offert son bras, calé son pas sur le mien, et m'a mené jusqu'à son fils. Avec ce genre de fiabilité constante et ordinaire que j'avais passé ma vie entière à chercher. Dans le mauvais foyer. Son bras n'a pas tremblé. Son pas n'a pas hésité. Il a marché comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, parce que, pour lui, ça l'était. Être présent n'était pas, dans le système de valeurs de Robert, une décision complexe. C'était, tout simplement, ce que l'on devait faire. Le premier rang comportait 2 chaises vides, avec les panneaux, réservés, encore collés sur les sièges. Rachel avait proposé, plus tôt, de les retirer, mais je lui avais dit de les laisser. Je voulais que l'absence soit visible. Je voulais qu'elle trône dans la pièce, portant le même poids qu'elle avait toujours porté dans ma vie, à cette différence près que, cette fois, d'autres personnes pourraient la voir, elles aussi. On peut dissimuler un schéma au sein d'une famille, pendant des décennies. On ne peut pas dissimuler 2 chaises vides, au premier rang. La photographe, une femme nommée Karen. Forte de 30 ans d'expérience et d'un instinct éditorial qui sépare les grands photographes des photographes compétents, a immédiatement remarqué les chaises. Elle s'est déplacée, discrètement, vers l'allée latérale, et a pris un seul cliché, délibéré. 2 sièges vides, des panneaux blancs de réservation, le gardénia et le cèdre encadrant l'absence. Le reste de la rangée remplie de personnes qui avaient conduit, pris l'avion, et réorganisé leurs agendas pour être présentes. Elle ne m'a pas demandé la permission. Elle a vu une photographie qui racontait une histoire complète, en une seule image. Et elle l'a prise. Cette image allait devenir la photographie la plus partagée du mariage, mais ça, je ne le savais pas encore. À 18h22, pendant que Matt et moi échangions nos vœux au Whitfield Grand, mon frère a publié une photo sur les réseaux sociaux. C'était une photo de groupe, prise dans son salon, les gobelets rouges en plastique levés. 11 personnes souriantes. Ma mère au centre du cadre, tenant une cuillère de service. Comme un croisement entre un sceptre et un accessoire de théâtre. Son sourire, large et généreux, est parfaitement composé. Mon père à ses côtés, bière à la main, arborant une expression qui ressemblait, presque, à de la détente. La légende disait, les personnes qui sont vraiment là pour toi
3 de mes invités ont vu la publication avant le début de la première danse. Et cela sont fait passer sur leur téléphone. Comme on se passe une allumette allumée dans une pièce sombre, doucement, prudemment. Avec la compréhension partagée que quelque chose, quelque part, était sur le point de s'enflammer. La réception a été magnifique. Je dois le dire, sans la moindre réserve. Parce que c'est crucial pour la vérité de ce qui s'est passé. La soirée ne s'est pas effondrée en tragédie. Elle n'est pas devenue un monument dédié à l'absence de mes parents. Elle est devenue, malgré tout, et peut-être à cause de tout, l'une des nuits les plus pleinement accomplies de ma vie. Matt m'a tenu la main pendant la première danse. Et m'a chuchoté quelque chose que je fus la seule à entendre. Ma colocataire d'université a porté un toast, qui a fait pleurer 100 personnes, puis rire. Puis pleurer à nouveau. Robert est resté assis au 3e rang, tout au long de la soirée, sans jouer au père. Sans se donner en spectacle, juste présent, observateur, et disponible. Le discours de Rachel était différent de celui qu'elle avait répété. L'original, qu'elle m'avait envoyé par email 2 semaines plus tôt, contenait un paragraphe chaleureux sur mes parents. À 16h30, le jour du mariage, elle avait tout réécrit, dans la salle de bain de la suite nuptiale. Debout devant le lavabo, avec son téléphone dans une main, et une brosse de mascara dans l'autre. La nouvelle version n'a jamais mentionné mes parents par leur nom. À la place, elle a dit quelque chose qui serait cité dans la section des commentaires. De toutes les publications qui suivraient, Claire m'a appris que la famille. Ce ne sont pas les personnes assignées à votre foyer. Ce sont les personnes qui continuent de vous choisir. Regardez autour de cette pièce. Chaque personne, ici, a fait un choix, ce soir. C'est ça, la définition de l'amour. La salle a explosé. Les gens se sont levés. J'ai vu Robert, au 3e rang, qui n'applaudissait pas, mais hochait lentement la tête. Comme s'il avait dit la même chose, en silence, pendant des années. Et qu'il était soulagé que quelqu'un y mette enfin un micro. J'ai dansé. J'ai ri. À minuit, j'ai mangé du gâteau avec les doigts, parce que Rachel m'avait mis au défi. Et parce que j'avais passé 31 ans à être responsable, composé, et disponible. Et que c'était ma nuit de noces, et que le sang-froid pouvait bien attendre jusqu'au matin. Du glaçage sur mes doigts, du champagne dans mes cheveux, mes chaussures abandonnées sous une table. 3 heures plus tôt. J'ai vécu pleinement chaque photo, chaque sourire. Chaque étreinte de la part d'un invité qui avait choisi d'être là. Ce n'était pas une représentation. C'était la toute première soirée de ma vie, où je m'autorisais à ressentir de la joie. Sans garder un œil sur mon téléphone, au cas où quelqu'un aurait besoin de moi pour gérer sa crise. Personne n'avait besoin de moi pour gérer quoi que ce soit. Et j'ai découvert, debout sur une piste de danse, à l'âge de 31 ans. Avec de la crème au beurre sur les jointures. Qu'une pièce remplie de gens qui vous ont choisi vaut bien plus qu'une vie entière passée avec des gens qui vous ont classé. De l'autre côté de la ville, vers 22h, la fête s'estompait. La table pliante affichait des taches en forme d'anneau, et un gratin, à moitié démoli, se figeait lentement dans le plat en céramique. Ma mère était à l'évier, lavant le plat au liseré bleu. Avec plus d'attention que la tâche ne l'exigeait. De la façon dont on nettoie quelque chose lorsqu'on essaie de ne pas penser à autre chose. Mon père était sur le canapé, le téléphone à la main, maintenant, vérifiant l'écran toutes les quelques minutes. Il n'appelait pas, n'envoyait pas de texto, il le regardait simplement. Comme un homme regarde une porte qu'il a franchie il y a des heures. Et qu'il ne peut plus repasser dans l'autre sens. Tyler est rentré du balcon, et s'est laissé tomber sur le canapé, à côté de lui. Il a dit que ça avait été une bonne soirée. Mon père n'a pas répondu tout de suite. Tyler l'a répété. Mon père a dit, ouais, c'était bien. Tyler s'est adossé, et a dit qu'il avait eu besoin de ça. Juste des gens autour de lui, pas de pression, juste des gens qui tenaient à lui. Mon père l'a regardé, a regardé son téléphone, puis a regardé la photo de remise de diplôme. Sur le mur. Ensuite, il a demandé à Tyler s'il savait qu'aujourd'hui, c'était le mariage de sa sœur.
Tyler a répondu qu'il le savait, mais qu'elle avait tout son truc de prévu. Et qu'elle n'avait pas besoin de là-bas. La bouche de mon père s'est ouverte, puis refermée. Il a mis le téléphone dans sa poche, et on m'a dit qu'il n'avait plus parlé, du reste de la soirée. Ma mère a essuyé le plat, l'a rangé dans son sac, et a dit qu'il était temps de partir. Dans le parking mal éclairé, en marchant vers la voiture. Mon père a dit quelque chose qu'il ne disait presque jamais. Penses-tu que nous aurions dû aller au mariage? Ma mère a déverrouillé la voiture, sans le regarder. Elle avait une centaine de personnes, là-bas. Il n'avait personne. L'équation truquée. Le tri médical qui produisait toujours le même résultat, quelles que soient les données de départ. Elle l'a dit avec la même certitude pratique qu'elle appliquait à tout. Il est monté dans la voiture. Il n'a pas répondu. Il n'en avait pas dit assez en 31 ans, pour commencer maintenant. Il y avait un second groupe de discussion, un fil auquel je n'avais jamais été ajouté. Je ne l'ai appris que la semaine suivante, et, quand ce fut le cas. Cela a réorganisé des choses que je pensais, pourtant, avoir déjà assimilées. Mes parents, Tyler, et 2 de ses amis. Le fil était actif depuis le début de l'après-midi, le jour du mariage. Les messages étaient logistiques. Qui apportait des chips? Est-ce que l'enceinte fonctionnait avec le Bluetooth? À quelle heure les gens devaient-ils arriver? Quelqu'un pouvait-il passer au magasin pour prendre de la glace? Ce fil bourdonnait de plans et de coordination. Pendant les mêmes heures où le groupe familial principal, celui où j'étais. Celui où j'avais posté 3 photos, ce matin-là, de la suite nuptiale, des fleurs. Et de la vue sur le port, ne recevait aucune réponse. 3 photos, 0 réponse. Pendant qu'une conversation parallèle organisait de la glace et des systèmes de son. Pour une réunion dans un appartement dont je m'étais porté garante. L'architecture de l'exclusion ne ressemble pas toujours à une porte verrouillée. Parfois, elle ressemble à une discussion de groupe à laquelle vous n'avez jamais été ajouté. Parfois, il ne s'agit pas de ce que l'on vous dit. Il s'agit de la conversation entière, qui se déroule sans vous. Le dernier invité du mariage a quitté le Whitfield Grand à 1h15 du matin. Matt et moi étions assis sur les marches en pierre, devant l'entrée du jardin. Les chaussures enlevées, sa veste drapée sur mes épaules. Le port était noir et immobile, et tous les traiteurs démontaient la salle, derrière nous. Quelqu'un avait laissé une enceinte portable, près du bar, jouant une musique lente. Et le son dérivait à travers la salle vide, jusqu'à l'endroit où nous étions assis. Comme une conversation inachevée. Robert m'avait trouvé à la porte, plutôt, m'avait serré la main. L'avait tenu un instant de plus que la coutume, et avait dit, « Tu étais magnifique, ce soir. » C'était tout. C'était assez. La phrase ne contenait ni représentation, ni condition. C'était simplement un homme qui disait la vérité, parce que la vérité était facile à dire, pour lui. Je suis monté à la suite nuptiale, où mon téléphone était resté face contre la coiffeuse. Depuis 14h47. Je l'ai retourné. L'écran était dense de notifications. 17 appels en absence, 11 textos, tous provenant du groupe de discussion de la famille nucléaire. Ma mère, mon père, Tyler, diverses combinaisons d'inquiétudes, d'auto-justification. Et les phrases d'ouverture d'excuses qui ne s'achevaient jamais vraiment. Je ne les ai pas lues. À la place, j'ai ouvert le groupe de la famille élargie, le grand. 43 membres. Tantes, oncles, cousins, grands-parents. Le canal que ma mère utilisait pour distribuer les photos de vacances, les vœux d'anniversaire, et la version soigneusement mise en scène de notre famille. Qu'elle entretenait avec le dévouement d'une directrice de marque. Je me suis assise sur le bord du lit d'hôtel. Matt était dans la salle de bain. La pièce était silencieuse. La lumière du port se déplaçait, lentement, sur le plafond. Comme une horloge qui mesurerait autre chose que le temps. Et j'ai écrit un message. Il n'était pas long. Il n'était pas colérique. Il n'était pas écrit sous le coup de l'émotion. Il a été rédigé par une femme, assise pieds nus sur un lit d'hôtel, à 1h30 du matin. Toujours dans sa robe de mariée, l'esprit entièrement clair. Et qui en avait définitivement terminé.
Le message décrivait 2 soirées placées côte à côte, fait parfait. Pas d'accusation, pas de commentaires, pas de demande d'excuses. Il décrivait un mariage. 112 invités. Une cérémonie face au port. Une mariée qui a remonté l'allée au bras de son beau-père, parce son propre père n'était pas venu. Il décrivait une fête. Une table pliante, des assiettes en carton, 11 personnes, un gratin. Une photo de groupe publiée sur les réseaux sociaux, à l'heure exacte où les vœux étaient échangés. Portant la légende, les personnes qui sont vraiment là pour toi. Il mentionnait le fil de discussion séparé, dans lequel elle n'avait jamais été incluse. Les 3 appels téléphoniques que sa mère avait passés, pour contrôler le récit. Avant d'envoyer un texto à sa fille. Le 0 pointait des réponses aux photos de la suite nuptiale. Posté ce matin-là sur le groupe familial. Il ne mentionnait pas le costume, accroché à la porte de la chambre. Certaines choses ne sont pas faites pour les messages de groupe. Certaines choses appartiennent à l'espace qui sépare un homme de son propre reflet. Le message s'est terminé par une seule phrase. Vous avez apporté un gratin. Vous avez eu le temps de cuisiner, de dresser l'assiette. De traverser la ville en voiture. Vous n'avez simplement pas eu de temps pour mon mariage. J'ai appuyé sur envoyer, à 1h47 du matin. J'ai reposé le téléphone, face contre la table de nuit. Je me suis adossé à la tête de lit, et j'ai regardé le port. Où l'eau conservait les dernières traces d'une nuit dont je me souviendrai. Pour le reste de ma vie. Non pas parce qu'elle était parfaite, mais parce qu'elle était à moi. À 5h30, le soleil a commencé à s'étirer sur le port. Dans la suite de l'hôtel, les rideaux étaient à moitié tirés. J'étais endormi, à côté de Matt, du mascara étalé sur la tête d'oreiller blanche. 2 flûtes de champagne sur la table de nuit. La lumière du matin se déplaçait sur le lit, comme une main qui ne voudrait réveiller personne. Dans la maison de mes parents, la lumière de la cuisine était déjà allumée. Ma mère était assise à la table, son téléphone à plat devant elle. Ouvert sur des photos d'un mariage auquel elle n'avait pas assisté. La cérémonie, la réception, la première danse, le gâteau, les rires, les tables bondées. Les chaises vides. Elle regardait un mariage où elle n'était pas allée, cliché par cliché. À travers les appareils photos d'une centaine de personnes qui y étaient. Derrière elle, mon père se tenait près du plan de travail, tenant son téléphone à 2 mains. Il avait déjà lu le message une fois. Il le relisait. Non pas parce que les mots étaient compliqués, mais parce qu'ils étaient simples. Et des mots simples et directs, venant de sa fille. Étaient quelque chose qu'il n'avait jamais eu à assimiler sans que sa femme ne les traduise. Ne les adoucisse, ou ne les reformule en quelque chose que la famille pouvait digérer. Sans avoir à changer. Son téléphone a vibré. Et encore. Et encore. Ma mère a levé les yeux de la table. Qui t'envoie des messages? Il n'a pas répondu. Il a continué à lire. Qui t'envoie des messages? Il a tourné l'écran de son téléphone vers elle. 14 confirmations de lecture brillaient sous le message. Les réponses commençaient à s'accumuler. Un cousin, un oncle, la mère de Matt. Et un nom qui a poussé ma mère à poser son propre téléphone sur la table. Et à s'immobiliser totalement. Patricia, sa sœur aînée, la matriarche de la famille. La seule personne de la famille élargie pour laquelle ma mère avait passé toute sa vie d'adulta. Jouer la comédie. À 5h52, Patricia a appelé. Ma mère a répondu avant la 2e sonnerie. Elle a commencé par son anticipation habituelle. La parade d'ouverture qu'elle déployait toujours lorsqu'elle sentait que la conversation n'allait pas tourner en sa faveur. Oh, a-t-elle dit, avant que tu ne dises quoi que ce soit. Mais Patricia n'appelait pas pour être manipulée. Elle n'appelait pas pour écouter. Elle appelait pour poser une seule question. Et la question est arrivée avec une voix si plate, et si mesurée. Que ma mère n'a même pas tenté de l'interrompre. Tu as préparé ton gratin d'aubergine. Tu l'as conduit à l'autre bout de la ville. Dans ton plat bleu. Et tu veux me faire croire que tu ne pouvais pas conduire 26 minutes de plus. Pour aller au mariage de ta fille? Dis-moi, Suzanne, quel gratin vaut cela?
La ligne n'a pas coupé. Patricia a simplement cessé de parler. Et le silence qui a subsisté, à l'autre bout du fil, fut plus dévastateur que tout ce qu'elle aurait pu ajouter. Parce qu'il a laissé ma mère assise dans sa cuisine, à l'aube, tenant un téléphone avec personne au bout du fil, dans une pièce où son seul public était son mari. Et il lisait toujours le même message, pour la deuxième fois. Mon père n'avait pas bougé du plan de travail. À un moment donné, pendant l'appel, son regard avait glissé le long du couloir, vers la porte de la chambre. Le costume y était toujours accroché. Le bleu marine. Exactement là où il l'avait posé, la veille au soir. La pochette argentée était toujours pliée dans la poche de poitrine. Les chaussures cirées étaient toujours rangées, l'une à côté de l'autre, près du placard. Tout avait été prêt. Il avait été prêt. Il n'avait, tout simplement, jamais franchi la porte. Les répercussions sont arrivées de la même manière que l'eau trouve les fissures dans des fondations. Discrètement d'abord, puis structurellement. En l'espace de 2 jours, les photos du mariage avaient circulé, dans toute la famille élargie. L'image qui a voyagé le plus vite fut celle de Karen. 2 chaises vides, des panneaux blancs de réservation, le cèdre et le gardénia encadrant l'absence. Le reste de la rangée occupée par ceux qui étaient venus. Personne n'a mis de légende, en la partageant. Personne n'en a eu besoin. La photographie était sa propre légende. En l'espace d'une semaine, les parents de Matt ont cessé de retourner les appels de mes parents. Pas de façon agressive, pas avec une déclaration solennelle, mais simplement par l'absence. Le type d'absence précis que mes parents m'avaient offert. Les invitations au dîner du dimanche ont cessé d'arriver. Les textos pour prendre des nouvelles ne furent plus envoyés. L'hospitalité chaleureuse et inconditionnelle, que la famille Sullivan avait offerte pendant 2 ans, s'est discrètement retirée, derrière une porte qui s'est fermée, sans le moindre bruit. Je ne leur avais pas demandé de faire cela. Ils avaient simplement été dans la pièce. Ils avaient vu les chaises vides. Ils avaient regardé Robert m'accompagner jusqu'à l'hôtel. Parce que l'homme qui aurait dû le faire était assis sur un canapé, à Glendale. Les gens tirent leurs propres conclusions, lorsqu'on leur donne suffisamment d'informations. Pourtant, mon frère a appelé, 4 jours après le mariage. La conversation a duré 6 minutes. Il m'a dit qu'il ne savait pas qu'ils étaient censés être à mon mariage. Je lui ai répondu que toute la famille connaissait la date, depuis 9 mois. Il a dit qu'il ne savait pas qu'ils avaient à choisir entre sa soirée, et la mienne. Je lui ai répondu qu'il n'avait pas à choisir, que cela n'aurait jamais dû être un choix. Il a demandé si c'était de sa faute. Je lui ai dit que je n'avais jamais dit ça. Il a ajouté qu'il ne les avait pas forcés à venir à son appartement. Je lui ai répondu que non. Il s'attendait simplement à ce qu'il le fasse. Silence. Et, dans ce silence, quelque chose a basculé. Ni de la contrition, ni de la compréhension. Quelque chose de plus petit, et de plus effrayant. La faible vibration d'un homme qui réalisait que l'orbite automatique de l'attention parentale, autour de ses propres besoins, cette gravité qu'il avait prise pour de l'amour toute sa vie, n'était pas de l'admiration. C'était une laisse. Et la femme qui avait discrètement géré l'attention de cette laisse, pendant 30 ans, venait de la lâcher. 2 semaines plus tard, lors d'un barbecue de week-end chez un cousin, ma mère a mis en scène sa propre version. Elle est arrivée très posée, les cheveux coiffés, un plat de service entre les mains. Car elle n'entrait jamais dans une réunion sans quelque chose qui proclamait ses efforts. Elle s'est postée près de la table des boissons, et a commencé à livrer son récit. Avec la cadence travaillée d'une femme qui avait répété devant un miroir. Elle a raconté, au petit public qui l'entourait, que la situation avait été impossible. Qu'ils avaient été complètement déchirés, que Tyler allait très mal, que Claire avait son fiancé. Ses amis, sont invités, qu'elle n'était pas seule, et que ça avait été une nuit angoissante. Pour eux. Megan se tenait à 1 mètre de là, tenant un verre de thé glacé. Megan, qui avait été au mariage, qui avait épinglé mon voile, qui avait vu les chaises vides. Et le bras du beau-père, et la mariée qui souriait sur chaque photo avec un bonheur sincère.
Et durement gagné, et qui avait également vu la publication du frère sur les réseaux sociaux. Avec sa légende désinvolte et destructrice. Elle a attendu que ma mère termine. Puis, sans élever la voix, sans lever les yeux de son verre, l'avez-vous vraiment été? Angoissé? La table n'a pas retenu son souffle. Personne n'a élevé la voix. La question a simplement occupé l'espace, petite et précise. De la même façon qu'une simple épingle occupe le centre d'un ballon. Ma mère a ouvert la bouche, l'a refermée, a repris son plat, et s'est déplacée vers une autre table. C'était la première fois, d'aussi loin que je me souvienne, que son récit était publiquement remis en question. Et la personne qui l'avait fait n'avait même pas levé les yeux de son verre. Laissez-moi vous dire ce que je n'ai pas fait, dans les semaines qui ont suivi. Je n'ai pas envoyé de message de suivi. Je ne me suis pas expliqué. Je n'ai pas mis d'eau dans mon vin. Je n'ai pas appelé ma mère, pour m'enquérir de son état émotionnel. Je n'ai pas appelé mon père, pour lui proposer une conversation privée. Hors de portée de l'oreille de sa femme. Je n'ai pas appelé Tyler. Pour le rassurer et lui dire qu'il ne s'agissait pas de trouver un coupable. J'ai simplement arrêté de faire ce que j'avais toujours fait. J'ai arrêté d'être la personne qui appelait les tantes après les crises de Tyler. Pour arrondir les angles. J'ai arrêté de traduire les choix de mes parents en quelque chose que la famille élargie pouvait tolérer. J'ai arrêté d'organiser les fêtes. J'ai arrêté de gérer les acomptes des traiteurs, les réservations de salles. Et les plans de table pour des événements qui n'étaient jamais considérés comme miens. Mais qui ne se concrétisaient jamais sans moi. J'ai arrêté. Et l'infrastructure s'est effondrée avec une rapidité qui aurait pu être amusante. Si elle n'avait pas été si révélatrice. Le groupe de discussion familiale est entré en sommeil. Parce que personne d'autre n'initiait la conversation. La planification des fêtes est tombée à l'eau. Parce que personne d'autre ne possédait le numéro du traiteur. Ni ne connaissait la politique d'annulation de la salle. La nouvelle spirale descendante de Tyler n'a pas été gérée. Parce que je n'étais pas là pour passer les appels, et que les appels n'ont, tout simplement, pas été passés. Et les proches qui recevaient habituellement une version édulcorée ont reçu du silence à la place. Ce qui s'est avéré bien plus alarmant. La gardienne de la paix avait cessé de garder la paix. Et la famille a découvert. Avec l'effroi structurel et naissant de personnes qui examineraient les plans d'un bâtiment pour la première fois. Après que les murs se soient fissurés, que le mur porteur avait été une personne. Et que cette personne s'était calmement écartée, sans la moindre annonce. Un mois après le mariage, j'ai accroché une photo encadrée. Dans le couloir de notre nouvel appartement. C'était la photo de Robert, m'accompagnant jusqu'à l'hôtel. Son bras, ferme. Mon voile, captant la lumière de l'après-midi. Le port, brillant d'un éclat doré derrière nous, à travers les hautes fenêtres. Deux personnes avançant ensemble, dont l'une me connaissait depuis 3 ans. Et avait simplement décidé, sans négociation, ni représentation, ni tri de crise. Qu'être présent pour la mariée de son fils n'était pas une décision qui nécessitait l'examen d'un comité. Le cadre a été accroché à hauteur des yeux, dans l'entrée, exactement à l'endroit où irait. Traditionnellement, un portrait de famille. C'était la première chose visible, lorsque vous franchissiez la porte d'entrée. Pas de légende. Pas d'explication nécessaire. Juste la photographie d'un homme qui a fait, en un seul après-midi. Ce que mon père n'a pas pu faire, en 31 ans. Je vous laisse avec le dernier écran partagé. La structure nous a portés jusqu'ici. Laissez-la livrer la dernière image. L'aube. 2 foyers. Le même lever de soleil trouvant les deux. À la suite de l'hôtel, le lendemain matin du mariage, les rideaux sont à moitié tirés. Je dors. Matt est à mes côtés, un bras reposant sur l'oreiller. Où le voile avait été posé des heures plus tôt. 2 flûtes de champagne trônent sur la table de nuit. L'une d'elles contient encore une dernière gorgée, qu'aucun de nous n'a eu besoin de finir. Mon mascara a déteint sur la taie d'oreiller blanche. Il y a un léger sourire, apaisé, sur mon visage endormi. Le genre de sourire qui ne vient pas d'un rêve.
mais du fait de s'endormir à l'intérieur de quelque chose qui était, pour une fois, entièrement et complètement à moi. Dans la maison de mes parents, la lumière de la cuisine est allumée depuis plus d'1 heure. Ma mère est assise à la table. Son téléphone est à plat, devant elle, ouvert sur des photos d'un mariage auquel elle n'était pas présente. Chaque image est une pièce dans laquelle elle aurait pu se tenir. Un toast qu'elle aurait pu porter. Une fille qu'elle aurait pu serrer dans ses bras. Elle fait défiler, lentement. Elle ne s'arrête pas de faire défiler. Derrière elle, mon père se tient près du plan de travail, lisant le même message pour la 2e fois. Son téléphone vibre. Il ne répond pas. Il regarde dans le couloir, vers la porte de la chambre. Le costume y est toujours accroché. Le tissu bleu marine. La pochette argentée. Les chaussures cirées, rangées en paires près du placard. Tout avait été prêt. Il n'a, tout simplement, jamais franchi la porte. 2 maisons. 2 matins. Une nuit irréversible. Et, entre eux, une distance qui n'a jamais été une question de kilomètres. 2 maisons. 2 matins. Une nuit qui ne peut être effacée. Si votre famille vous a déjà donné l'impression d'être les 2 moitiés de cet écran partagé. En même temps, vous savez déjà ce que l'on ressent. Dites-moi, de quel côté étiez-vous,